si, je le connais, il y a pas de- celui que j'aimais. Ah non, non. C'est vrai que maintenant, il faut toujours un site. Ah oui, oui. Aujourd'hui, nous fêtons à la fois deux événements, à la fois l'apparition de l'édition en anglais de Qatar Papers, qui est la première publication de notre maison d'édition. Donc c'est un projet qu'on vient tout juste de lancer. Et nous fêtons aussi aujourd'hui le 1 millionième de visiteurs sur notre site globalwatchanalysis.com. Un site qu'on a lancé donc en mai dernier et c'est un résultat qui est au-dessus de nos prévisions parce que c'est un site un peu élitiste, spécialisé, qui ne fait pas dans le racolage et donc qui peut rapporter des visiteurs sur Internet. Et on est un peu étonné qu'il y ait autant de personnes qui s'intéressent à des sujets aussi pointus, aussi élitistes, aussi élaborés. Et donc c'est une bonne surprise pour nous. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on fête aujourd'hui le 1 million de visiteurs sur le site. Ce site, comme l'indique l'intitulé donc de la revue et à la fois du site Global Watch Analysis, et la revue s'appelle Écran de veille parce qu'on a voulu faire un jeu de mots. Il s'agit de veille un peu sécuritaire sur les histoires de terrorisme et une veille un peu laïque sur toutes les dérives que nous vivons aujourd'hui, le communautarisme, l'entrisme qu'opèrent les islamistes un peu dans toutes les arcanes de la vie politique et sociale française sous différents intitulés. Et le livre Qatar Papers l'illustre comme jamais à travers tous ces documents de l'intérieur à partir des archives de Qatar Charity qui montrent qu'il y a quand même un plan à travers 6 financements qui arrivaient de Qatar Charity, parce que maintenant ça prend d'autres formes. On arrive à dessiner une carte à travers toute l'Europe d'un projet d'islamisation sans tomber un peu dans les excès qu'on voit un peu à l'extrême droite, parce que ça nourrit aussi beaucoup de fantasmes. Mais ce projet existe, on peut le voir aujourd'hui, on peut l'illustrer à travers ces cartes. Donc ces 12 événements, on les fête aujourd'hui ensemble parce qu'ils sont liés. Le livre, à travers ce travail d'enquête titanesque, parce qu'il fallait déjà étudier toute cette masse de documents énormes, les traduire, faire une contre-enquête, avoir des documents qui par ailleurs recoupent ce qu'il y a dans ces archives de Qatar Charité. Et après, il y a eu en parallèle du livre le documentaire qui est très important aussi parce que tous les gens qui sont cités dans ce livre, les associations, les imams, tous ceux qui sont liés un peu aux frères musulmans à travers l'Europe ont été interviewés et donc on les voyait sur le film un peu plus que dans le bouquin, on les voyait se décomposer devant la caméra quand Georges et Christian les confondaient face aux preuves de financement qui les accablent et qu'ils ont toujours nié. Donc je laisse Georges et Christian dire un petit mot sur le livre, sur leur projet, sur l'accueil qui lui a été réservé quand il est paru en français. Et après, on répondra à quelques questions. Oui, c'est ce qui, à la fois dans le livre et dans le documentaire télé, ce qui nous a, il y a plusieurs choses qui nous ont surprises, mais en résumé, peut-être, si je devais en retenir une, c'est le côté organisé de ce système, hein, qui est quand même assez édifiant, hein, avec à la fois des conditions qui sont posées par Qatar Charity pour obtenir son argent et les vérifications, les contrôles a posteriori.
tout ça allant évidemment à des associations qui sont dans la mouvance, mais tout en étant aussi pas clairement affilié forcément à la mouvance frère musulmane, puisque comme vous le savez d'ailleurs, l'Union des organisations islamiques de France ne s'appelle plus UOIF, mais s'appelle Musulmans de France, comme d'ailleurs on vient d'apprendre qu'en Allemagne, l'EGD, qui était la succursale allemande des frères musulmans, vient de changer de nom. Donc il y a à la fois une organisation et puis une tentative de dissimuler, et qui permet justement à ces associations d'être extrêmement actives auprès notamment des maires qui, pour un certain nombre d'entre eux, se font un petit peu avoir parce que c'est des domaines très compliqués. Et donc voilà, c'est tout cet aspect-là qui est intéressant et qui permet d'ailleurs aussi, à ceux qu'on cite, et qui sont mis en cause, aussi bien les associations que Qatar Charity et les autorités du Qatar, de dire ensuite après, mais non, regardez, nous d'ailleurs, c'est légal ce qui est vrai, c'est pas du financement de terrorisme ce qui est vrai, mais qui leur permet de prendre du recul par rapport à ces accusations et de dire, mais non, Qatar Charity est une ONG indépendante, et puis ça ne représente ce qui est vrai qu'une infime partie de la construction ou des projets de financement de mosquées en France. Voilà, donc c'est aussi peut-être ce qui a fait mal un peu aussi, et ce qui a peut-être contribué à, si j'ai bien compris, à un certain effritement de la position de l'UOIF ou de Musulmans de France, puisque aux dernières élections, je crois, ils n'ont pas recueilli autant de suffrages que lors du scrutin précédent. Donc voilà, c'était ça qui nous a paru intéressant, c'est de voir cet entrisme qui est réel et qui est assez vaste, même si c'est pas une toile d'araignée. Alors depuis, je ne sais pas si tu y as fait allusion, mais effectivement, depuis en particulier le blocus qui a été imposé au Qatar en 2017, depuis les pressions qui ont été imposées au Qatar après par les pays occidentaux, eh bien le Qatar Charity a reculé, a réduit ses financements. À Stamulos, par exemple, il ne finance plus la construction de cette immense mosquée, le centre Al-Nour. En Suisse également. Donc voilà, ils ont sous la pression, ils ont réduit leur financement, ce qui est une bonne chose. Voilà, reste à savoir si ce recul est durable. Alors. Oui, merci Atman. Oui, pour rebondir sur ce que dit Georges, professionnalisme, c'est sûr. C'est-à-dire que quand on regarde la masse de documents, on a l'impression d'une entreprise, une multinationale. Enfin, c'est très bien structuré, c'est dans toutes les langues. Il y a des éléments de langage. Voilà, c'est quelque chose. C'est pas du tout avant. Bon, en France ou en Europe. Bon, en France, il y avait des financements de l'Algérie, du Maroc. On appelle ça l'islam consulaire, qui était presque, intégré. Il y a eu les financements de l'Arabie Saoudite, mais un peu saupoudrés à droite à gauche. Là, on sent que il y a une sorte de projet, c'est-à-dire qu'un schéma, quoi. Un schéma qui est très structuré, avec des fiches projets, avec des questionnaires et des allers-retours entre ceux qui demandent l'argent et Doha, avec Qatar Charity, le fameux Cheikh El Hamadi, qui est un peu le porte-valise de la Qatar Charity. Et donc, on a quelque chose de sophistiqué. Sophistiqué, donc c'est très fin. C'est un peu sous les radars, c'est-à-dire qu'on le sait sans le savoir. Il y a des documents. Alors, on nous dit, Georges l'a dit, c'est légal. Il y a eu quand même pas mal des valises qui sont passées entre la Suisse et la France, notamment entre la Suisse et Château-Chinon, qui est quand même l'institut de formation des imams de France et européens, qui est quand même un emblème des frères musulmans en France. Bon, il y a quand même des valises de cash qui sont passées, et ça, c'est pas très légal, quoi. Donc, il y a quand même, voilà. Mais globalement, même si on peut trouver des traces, c'est quand même sous les radars, discret. Des modes aussi assez, j'allais dire, créatifs, comme des fonds de dotation.
C'est-à-dire qu'on passe par des structures un peu, comment dire, ad hoc pour créer un centre culturel, une association, un centre pour les femmes, par exemple. Voilà. Ils achètent de l'immobilier, par exemple, qui va financer avec les revenus. Voilà. Donc il y a quand même un modus operandi qui n'est pas simplement allez, on fait un chèque pour une mosquée. Hein, ça passe par les associations, c'est pour ça que c'est intéressant. On parle d'un écosystème. Écosystème d'associations, de structures, de personnalités, écosystème européen, et ça on le montre bien dans le livre. Tout ça, ce ne sont pas des individus isolés. Alors, ils ne sont pas forcément très nombreux en Europe, c'est quelques milliers, mais très influents. On parlait de Bruxelles tout à l'heure, avec des associations qui sont à Bruxelles, qui sont là aussi pour faire de la promotion et du lobbying, pour les jeunes, pour les femmes, etc. Donc il y a des gens qui sont là, qui travaillent là-bas. Donc tout ça, quand on regarde la carte, c'est vrai que je crois que c'est la première surprise, c'est ça, c'est l'ampleur de la carte. C'est-à-dire qu'on voit les projets, les 140 projets, jusque dans le Grand Nord, en Norvège, au nord d'Oslo, en Suède, à Jersey, au Luxembourg, à Lugano, en Ukraine, en Pologne. Enfin, je veux dire, quand on voit tout ça, la liste, on s'est dit, c'est pas simplement une mosquée qu'on finisse comme ça. Et derrière, à chaque fois, il y a évidemment des associations. Et quand on regarde un petit peu, on fait finalement le zoom arrière, bon, on a quand même l'impression qu'il y a une, pas une OPA, mais une volonté de s'implanter chez les musulmans d'Europe. On parlait et d'ailleurs, dans la document, on n'a pas tout publié, mais dans la documentation qu'on a eue, il y a vraiment la réislamisation des communautés musulmanes d'Europe. Parce qu'avec le fantasme que les musulmans qui immigreraient en Europe ou qui sont installés plus longtemps, finalement, perdraient leur racine islamique. Donc tout doit être fait pour leur redonner la conscience et la possibilité de renouer avec ses racines islamiques, avec des grands... Alors les centres, alors là pour le coup, des centres de vie, on parlait, Hassan el-Banna a théorisé ça, le fondateur des Frères musulmans, c'est-à-dire que la mosquée est plus qu'une mosquée, c'est pas simplement un lieu ou un prix, mais c'est un lieu de vie et qui déborde sur toute la société, c'est l'école, c'est la piscine, c'est le sport, enfin, c'est plein de choses, et donc c'est vraiment... Et ça, on voit bien, c'est un peu calqué, d'ailleurs sur le centre, des grands centres, si vous regardez les grands centres islamiques, Rome, Copenhague, là, Mulhouse et d'autres, c'est le même système. C'est une grande mosquée, des salles de classe, une bibliothèque, des magasins, une piscine, voilà, tout un lieu de vie pour les musulmans. Et donc c'est là qu'on touche un peu à la limite et le communautarisme. C'est-à-dire que là, et d'ailleurs il y a des gens, il y a des maires qui nous ont dit ben oui, mais enfin nous à la mairie on a des piscines, on a des bibliothèques pour tout le monde. Alors pourquoi vous voulez créer vos propres instruments? Donc voilà, donc là il y a un malentendu et c'est vrai que le Qatar a joué ce jeu. Alors ils disent nous on aide des associations, mais voilà, on sait qu'il y a un compagnonnage entre le Qatar et les Frères musulmans depuis les années 60-70. Ils ont créé, Qaradawi, pour ne pas le citer, a créé l'université qatarienne, la faculté islamique, etc., etc. Puis sur une émission sur Al Jazeera. Donc il y a quand même une connivence intense. Et là, on voit un peu le résultat. Alors c'est vrai que c'est sur une décennie. Et d'ailleurs, ça correspond au moment où le Qatar explose, où l'argent coule à flot au Qatar grâce au gaz, où ils rachètent partout. Mais nous, on était très surpris de voir que le soft power qatarien était aussi très présent dans le religieux. Et ça a été... alors qu'avant, évidemment, c'était les Marocains, les Algériens, les Turcs ou les Saoudiens, qui étaient vraiment les opérateurs traditionnels. Et là, c'est vrai, voir ce nouveau venu, c'est vrai que ça nous a interloqués. Oui, effectivement, Georges a raison de dire qu'il ne s'agit pas de financement de terrorisme, parce que les frères musulmans essayent de se démarquer de la violence islamiste, ils essayent de rester dans la légalité, mais nous sommes face à une société secrète, parce qu'il y a des influences sur Hassan el-Banna, même dès le début, des influences un peu franc-maçonnes dans la façon d'entretenir le secret, l'allégeance. Il a calqué un peu le mode de fonctionnement des francs-maçons qu'il a fréquenté à l'époque à Ismaïlia. Et donc, nous sommes face à un projet qui opère depuis maintenant un quart de siècle, en France comme partout en Europe, et à travers l'instrumentalisation des affaires de voile successives, à travers toutes ces polémiques qui sont créées sur l'islamophobie, ils essayent d'entretenir le vivre entre soi. Et c'est en cela que c'est dangereux, parce que ça remet en question pas seulement le socle républicain laïque du vivre ensemble, mais ça
enferme la communauté musulmane dans ce carcan des frères musulmans. Et il y a l'arrière-pensée d'ailleurs, vous citez dans le livre la vidéo de Karazaoui qui dit que la conquête, la reconquête ou la conquête de l'Europe ne se fera pas forcément par les armes, mais par cette communauté qu'il veut réislamiser pour l'utiliser comme une espèce de cheval de Troie pour partir à l'assaut de l'Occident. Et pour rebondir sur ce que tu dis, nous, ce qui nous a frappé aussi, c'est le double langage. C'est-à-dire que vous avez un langage en français, en allemand, en anglais, qui est très soft, qui est très sympathique. Voilà, on est tous frères, voilà. Et puis vous avez le langage en arabe, qui n'est pas le même. Et là, effectivement, ce double discours, ça, on a essayé de le cristalliser à la fois dans le livre et dans le film. C'est vrai que ça pose question. C'est-à-dire qu'on vous dit une vérité en français, on vous dit le contraire en arabe. Où est le vrai, quoi. Et ça, ils sont quand même experts en espèce d'écran de fumée où vous avez plusieurs réalités, quoi. Et donc, où est la réalité vraie, entre guillemets, quoi. Et là, c'est vrai qu'il y a besoin de transparence, de clarification, qui n'est pas toujours faite et qui permet aussi, j'allais dire, d'enfumer localement des maires, des gens qui ne sont pas forcément au courant de tous ces courants, de dire bah oui, c'est des musulmans, c'est normal qu'ils aient leur mosquée, mais et derrière on a bien vu, on cite l'exemple de Lille, enfin Villeneuve d'Ascq, où le maire, effectivement, il n'y avait pas de mosquée dans la ville, il s'est dit bah pourquoi pas faire une mosquée, des musulmans qui sont venus le voir, et puis quelques mois après, c'était tout un groupe de musulmans, il y avait une association, puis après il y avait le Koweït, enfin il y avait des financements étrangers, après c'était plus une mosquée, c'était aussi, enfin ils voulaient d'autres, donc c'est vrai que derrière il y a quand même des forces qui poussent et qui sont quand même dissimulés. C'est ça, nous, l'intérêt du bouquin et du film, c'est qu'on a pu cristalliser les choses, quoi. C'est-à-dire que là, presque pris la main dans le sac, quoi, du double discours et du double langage, quoi. Absolument, parce que le double discours, la duplicité, elle a été théorisée dès le début par le fondateur des Frères musulmans. La taqiyya, c'est une invention des Frères musulmans. Elle n'a jamais existé. Même chez les hachachines, les assassins, il y avait pas il y avait des prémices, mais ça n'a pas été théorisé. C'est les Frères musulmans qui ont théorisé le fait qu'on peut dissimuler, mentir quand on est face à des non-frères déjà les frères mentent aux autres musulmans, et puis les musulmans entre eux peuvent mentir aux non-musulmans. Donc il y a toute une théorie là-dessus. Ce qui était intéressant dans le bouquin et dans le film, c'est de voir comment, quand vous les interviewez, que ce soit en Italie ou en France, toujours quand vous posez la question « Est-ce que vous êtes frères musulmans ?» Non, on est tous frères dans l'humanité, vous êtes mon frère dans l'humanité. C'est le même élément de langage. Vous allez poser la question à un frère musulman en Égypte ou à Paris ou à Copenhague, ça sera toujours la même question. D'ailleurs, à propos d'éléments de langage, on a eu une source chez les renseignements territoriaux qui nous a indiqué que, d'après lui, là où il est, il suit bien ses affaires d'entrisme. Il est convaincu qu'il y a eu un ou plusieurs stages organisés au Qatar en faveur de ces responsables d'associations dont le langage est étrangement similaire. On peut dire vous êtes frères, non, on est tous frères, ou sinon quel islam vous prônez, l'islam du juste milieu. Donc si vous voulez, on a l'impression d'une petite musique comme ça qui revient en permanence, et on se dit c'est curieux, mais je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose derrière, ce qui est assez logique d'ailleurs. Et puis, donc à travers le financement de Qatar Charity, on arrive à tracer cette carte européenne, oui. Mais le Qatar Charity n'est pas la seule connexion, parce que nous, on a repris un peu des éléments de votre enquête dans la revue. On a fait une enquête sur la Qatar Connection par rapport au financement des frères musulmans. Et le mois prochain, on publiera la Koweïti Connection. Les Koweïtiens ont aussi un système tout aussi élaboré, c'est-à-dire, contrairement à ce que se plaît à raconter notre ami François Burga, ici, acolytes, nous, notre problème n'est pas avec le Qatar. Je n'ai pas plus de sympathie ou d'antipathie pour le Qatar que pour les autres monarchies du Golfe. C'est des régimes qui ont la même nature. Donc, je n'ai pas de problème particulier avec le Qatar, sauf sur son soutien au terrorisme islamiste et aux frères musulmans, parce que la destruction systématique qui a été faite de la révolution syrienne, parce que si on dit de la Syrie, on va penser qu'on défend le régime. Le noyautage
par les islamistes d'Al-Nusra et de Daesh, de la révolution syrienne, qui est une révolution pacifique, légitime, un soulèvement populaire. On en a fait un djihad de la pire des espèces. C'est grâce au soutien des Qataris. Et l'ancien ministre des Affaires étrangères l'a reconnu sur CNN dans la fameuse interview. Et puis, le financement des frères musulmans nous pose problème par rapport au Qatar. Mais le Qatar n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a aussi le Koweït et d'autres pays. L'Arabie Saoudite, jusqu'à pas très longtemps, finançait beaucoup aussi. Là, ils sont brouillés avec les frères musulmans, mais ça ne change rien à la nature de tous ces régimes dans ces régions qui peuvent momentanément être en guerre avec les frères musulmans ou avec les islamistes, ou à un autre moment s'en rapprocher et les utiliser. Donc nous, notre combat, c'est un combat ici en France, en Europe, pour la laïcité, pour le vivre ensemble, et nous combattons les islamistes en dehors de toutes les querelles qu'il peut y avoir entre le Qatar et ses voisins. Ce qui nous a aussi frappé, si tu permets, c'est une certaine naïveté de la part d'un certain nombre de personnes en France, y compris d'ailleurs chez certains confrères, qui persistent à penser ou à écrire, même que le Qatar n'a jamais financé l'islam politique, etc. Alors que c'est d'une évidence. C'est comme si on disait qu'il n'y avait pas d'occupation israélienne en Cisjordanie. Et donc, on a vu effectivement que sous des dehors de vivre ensemble, il y avait une espèce comme ça de naïveté, de penser que, bah oui, pourquoi finalement interdire la construction de ces mosquées, pourquoi interdire le financement étranger, etc. Et c'est assez ancré. Et là, il faut reconnaître que le Qatar et ses relais sont assez efficaces parce qu'ils arrivent à créditer l'idée que finalement tout ça n'est pas très important et que, non, eux, ils aident des États, mais pas des organisations telles que les Frères musulmans. Oui, d'ailleurs, c'est à se demander si cette naïveté de la part de certains de confrères est feinte ou réelle, parce qu'il ne faut pas oublier ce que vous aviez évoqué largement dans nos chers émirs, parce qu'il y a tout un système de corruption qui opère sur les journalistes comme sur la classe politique. Au nom d'une approche, je dirais, démocratique, pourquoi exclure les frères musulmans du spectre politique comme le fait Sisi en Égypte ou d'autres ailleurs? Voilà, on dit pourquoi pas. Il est bien sûr que les frères musulmans ont le droit de participer à la gestion d'un État ou en Égypte ou ailleurs, mais il ne faut pas être naïf sur leurs objectifs et sur leur façon de faire, quoi, voilà. Et oui, sur leurs objectifs surtout. Et on l'a vu d'ailleurs avec Morsi, qui a été de ce point de vue-là un gros échec pour eux et qui a sonné le glas de l'islam politique, justement. Bien sûr, nous, on n'appelle pas en Europe à écraser les frères musulmans d'une façon sanguinaire. On dit juste que nous ne pouvons pas être naïfs, que nous sommes face à une société secrète qui représente une menace pour le vivre ensemble, une menace pour nos sociétés européennes. Et tant qu'on continuera dans la classe politique en France ou partout en Europe ou dans les médias à regarder le phénomène islamiste sous le seul spectre de la violence ou de la non-violence, on ne verra pas ça. Tous les cas de djihadistes qui sont partis faire le djihad du temps d'Al-Qaïda, du temps de Daesh, sont passés par l'antichambre qui est les frères musulmans. Bien sûr, les frères musulmans disent qu'ils sont contre la violence, ce qui n'est pas évident quand ils sont en position de force en Libye. Il n'y a aucune différence entre les milices frères musulmanes et les milices de Daesh en Libye aujourd'hui. Ils pratiquent la même violence de la façon, avec autant d'esprit sanguinaire. Mais quand ils sont en Europe, ils se démarquent de la violence islamiste, tant mieux. Mais il faudra qu'on se pose la question pourquoi, s'ils prennent un islam réellement du juste milieu et un islam pacifiste, pourquoi ils servent d'antichambre à tous les jeunes qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui d'un coup décident d'aller rejoindre Daesh ou Al-Qaïda. Alors il ne faut pas oublier aussi que
évidemment, il y a Hassan el-Banna qui est le grand fondateur théoricien, mais il y a quand même Saïd Qutb qui est quand même le théoricien du djihad moderne, qui a quand même irrigué une partie de l'islam politique, hein, et qui est Al-Qaïda, Zawahiri, le numéro 2, c'est quand même des disciples. Il y a quand même une traçabilité historique, et c'est vrai que c'est. Quand vous allez après dans les centres culturels, donc financés par l'achat qatarien, et vous voyez sur les bibliothèques du Saïd Qutb, du machin, etc., voilà, c'est vrai que ça interpelle, quoi. C'est-à-dire que c'est pas simplement, c'est pas neutre, quoi. Il y a quand même derrière, il y a une idéologie, il y a des bouquins, il y a, voilà, et quand on voit ça sur les rayonnages, notamment, on le voit dans le film. Il y a une petite séquence en Suisse où on interviewe donc la dame qui s'occupe du sang. Mais on dit, Saïd Qutb, c'est quand même sulfureux, c'est quand même le type qui a inventé le djihad armé, c'est Al-Qaïda. Oui, mais c'est bien de le connaître. Et puis le djihad, il est défensif ou offensif? Bah oui, mais enfin, je veux dire, derrière quand même, voilà. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, parce que, comme tu l'as dit, on n'est pas dans le terrorisme, on n'est pas, encore une fois, c'est des gens qui ont pignon sur rue, et souvent, lorsqu'on a remarqué dans le livre, c'est des gens qui sont des notables, ceux qui sont influents dans les villes, les provinces, en France et partout. C'est-à-dire que c'est le type, il est professeur d'université, il a son entreprise, etc. Donc c'est des gens qui sont au conseil municipaux, au conseil, voilà. Donc c'est des gens, c'est des notables, quoi. Et donc c'est vrai qu'il y a une apparence, j'allais dire, comment dire, notable. Donc, mais derrière, effectivement, il y a quand même ce réseau, ces filiations, et qui interpellent. Et c'est vrai que le bouquin, bon, met à jour cet écosystème, mais la demande, c'est quand même une demande de transparence, hein. C'était un peu le sens de ce que voulait faire Macron, c'est-à-dire essayer, comment dire, est-ce qu'on fait un peu les Italiens, c'est-à-dire que oui, il faut des mosquées, hein, parce que c'est quand même indigne que des gens pris dans des garages ou des soupentes ou des lieux, comment dire, intolérables. On est quand même au XXIe siècle, et l'islam est la deuxième religion de France et d'Europe. Mais à côté de ça, c'est quand même bien de savoir, surtout dans un climat, on ne va pas épiloguer, qui est quand même assez hystérique et assez électrique en Europe, voilà, avoir un peu de transparence, avoir de la traçabilité, bah, ça permet, j'allais dire, entre guillemets, de rassurer, de dire, et puis non, mais surtout de comprendre, voilà, de ne pas être sous la table ou être discret. Pourquoi on passe par une association, un fonds de dotation, il y a de l'argent. C'est ça cette opacité aussi qui crée les fantasmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, mais jouer carte sur table, je veux dire, pourquoi vous dites pas, bah, cette mosquée est financée par voilà, on l'a reçu là, alors que c'est toujours un peu biaisé, et d'ailleurs à chaque fois, c'est pour ça que c'était un peu intéressant, parce que évidemment il y a ces papers, mais après il y a toute l'enquête sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a été voir les gens des mosquées, voilà, et on leur demandait, bah, alors, vous êtes financé par le Qatar? Ah non, ou alors, enfin ils bottent en touche, et puis quand on leur remonte bah oui, mais on leur remonte les chèques ou les virements, ils disent, ah bah oui, j'ai oublié, ou... Donc voilà, je veux dire, c'est pas de l'argent sale. Enfin, je veux dire, si c'est honnête et si c'est clean, pourquoi le cacher? Pourquoi le cacher? Il y a un moment donné, et c'est vrai qu'il y a besoin en France d'une réforme sur un peu la traçabilité des fonds, parce qu'après, c'est la porte ouverte sur voilà, des fantasmes, d'où vient l'argent. Je crois que c'est important de savoir. Et en Italie, ils ont essayé de faire une réforme qui est l'imam, le prêche dans la langue du pays, et s'il y a de l'argent étranger, ben on doit savoir où c'est, d'où ça vient. C'est basique, hein, et ça, et là, ça apporterait quand même une amélioration, et en tout cas, ça enlèverait des fantasmes. Parce que c'est quand même important d'apaiser les choses. Mais là, en jouant les dessous de table et les sous-marins, bah, après, on donne libre cours au complot, au projet, machin. On se dit, mais voilà. Et c'est ça qui est un petit peu gênant. Oui, il faut légiférer pour essayer de contenir un peu tout ça, mais garder à l'esprit que l'opacité, elle est dans l'esprit même des frères musulmans. Oui, parce que vous citiez Saïd Qutb, nous avec Nicolas qui est en train de nous filmer, on fait un documentaire, un livre où on interviewe 5 repentis qui ont passé au moins un quart de siècle au sein des frères musulmans. Ils ne se connaissent pas, il y en a qui sont aux Émirats, qui sont en Égypte, qui sont à Bruxelles, en France, en Italie. Et tous nous disent que Saïd Qutb a été désavoué par les frères musulmans officiellement, mais à partir du moment où vous passez le 2e cercle du secret, parce que c'est un peu un fonctionnement à calquer sur les francs-maçons, c'est 5 degrés 5 cercles d'initiation. Quand vous passez le 2e cercle,
vous arrivez dans le cercle, on appelle ça le cercle de la mosquée. À partir de ce cercle-là, pas seulement, il n'est pas désavoué, on vous donne ces livres à étudier et on vous chante les louanges de Sayyid Qutb. Donc des frères musulmans qui ne se connaissent pas, qui sont en Belgique, qui sont aux Émirats, qui sont en Égypte, nous l'ont raconté, nous l'ont confirmé. C'est des dissidents, bien sûr, mais ça reste une société secrète qui va toujours entretenir le double discours. Et comme souvent, les extrêmes toujours se rejoignent. Ils nourrissent aussi ce fantasme d'extrême droite sur la théorie de remplacement et tout ça. Ils le nourrissent parce que ça leur sert de se mettre dans une posture victimaire. Et toute cette invention de cette connerie qui s'appelle l'islamophobie, qui n'existe pas, c'est quoi l'islamophobie? On est en France quand même, où si on ne peut plus blasphémer, on n'est plus en France. Le droit ou le devoir de blasphème, j'ai envie de dire. Et dans le sens même de cette France que nous aimons et qui nous a fait, même si nous ne sommes pas d'ici, on est venus du Maghreb, mais même quand nous étions au Maghreb, notre personnalité a été façonnée par cette France où l'irrévérence, la critique de toutes les religions, de toutes les idées, est au centre de tout. Et on arrive avec un concept un peu bidon qui s'appelle l'islamophobie. C'est soit du racisme, comme il peut en avoir contre les musulmans ou contre d'autres communautés, soit de la critique de la pensée ou de la religion islamique. C'est une chose qu'on ne peut pas interdire dans un pays comme la France. Mais ils entretiennent ça, sachant que de l'autre côté, ça nourrit un peu les sentiments xénophobes, anti-musulmans, etc. Ils le nourrissent. Et je crois même des notables, des frères musulmans, comme Tariq Obrou, qui commence à prendre un peu ses distances, reconnaît aujourd'hui qu'à travers l'instrumentalisation de toutes ces affaires de voile, etc., les frères musulmans, et lui-même dit, nous avons contribué à renfermer la communauté musulmane dans cette espèce de vivre entre soi, et il aurait fallu faciliter l'intégration de ces communautés en ne jouant pas sur les rancunes, sur les ressentiments que peuvent avoir des musulmans qui sont peut-être victimes d'un racisme, mais d'un racisme qui s'applique à tout le monde. Donc ce n'est pas à travers le cas de quelques dizaines de femmes voilées en 87 qui a été instrumentalisé. On en arrive aujourd'hui à la situation où ça concerne des milliers de personnes. Donc c'est un plan qui a été mis en place et qui fonctionne depuis un quart de siècle. Et vouloir ou s'attendre à ce que des législations un peu plus dures poussent les frères musulmans à de la transparence, c'est comme vouloir que la mafia fonctionne de façon transparente. C'est impossible. Non, mais tu peux avoir de la transparence sur des projets. C'est-à-dire sur un centre culturel, sur une association, on peut avoir des comptes et savoir d'où vient l'argent, qui sont les bénéficiaires, etc. Voilà, les frères musulmans resteront les frères musulmans, et bon, voilà. Mais en termes de projet, c'est-à-dire d'une mosquée, une nouvelle mosquée, et pour rebondir à ce que disait Georges, effectivement, nous, on nous a fait la critique, mais vous savez, ce que vous dites dans le bouquin, ça représente quelques pourcents des 2500 lieux de culte en France. Ouais, mais sauf que toutes les grandes mosquées en France, les dernières, sur les 10 dernières, les grands chantiers, il y a des mosquées de 1000, 2000, 3000 mètres carrés, enfin, donc vraiment les mosquées cathédrales, c'est tout le Qatar qui les a financées. Reims, Poitiers, Villeneuve d'Ascq, Mulhouse, Strasbourg, enfin, Lyon, etc. Sans parler de Copenhague, Rome. Enfin, quand on voit les grands chantiers, c'est eux. Donc, je veux dire, en termes de visibilité et de poids, c'est eux. Plus, alors on a parlé du centre de formation des imams, mais on révèle dans le bouquin quand même le Qatar a quand même proposé de racheter le lycée d'Averroès. À un moment donné, il leur a dit, puisqu'on finance pas mal, finalement, rachetons-le. Donc là, il y a eu un holà, mais c'est-à-dire que c'est ça aussi, il faut revenir sur le Qatar, parce que c'est quand même le centre. Et encore une fois, nous c'est pas un bouquin sur la religion. C'est pas du tout, on n'est pas là pour... voilà. Mais c'est quand même un État qui a beaucoup d'argent. Et ces Qatar Papers correspondent, encore une fois, je le disais au début, au moment où le Qatar décolle.
où il a énormément d'argent. Et là, il va répandre sa manne sur plein de secteurs, encore une fois, du PSG jusqu'aux écoles, aux madrassas, etc. Donc là, il y a eu un moment, et on a le sentiment, mais on l'a vu d'ailleurs dans les printemps arabes, que le Qatar s'est cru le roi du monde, enfin pas forcément du monde, mais en tout cas du monde arabe, et était très influencé beaucoup de choses, hein, y compris en France. C'était l'époque Sarkozy, il faut rappeler, c'est l'époque Sarkozy, donc toutes les portes sont ouvertes. Et donc, peut-être que les Qatariens se sont cru que finalement, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que acheter un lycée en France, pourquoi pas, on a bien acheté le PSG, on a bien acheté le centre Kléber à côté. Voilà. Donc, il y a ce côté, effectivement, un moment débridé du Qatar, qui était quasiment le patron du monde arabe, hein, en 2011-2012, hein, qui faisait la pluie et le beau temps et qui pouvait expulser des pays, qui pouvait donner des ordres, etc. Et peut-être c'est... Voilà, il y a eu un syndrome un petit peu des gens que la grenouille, s'est fait plus grosse que le bœuf et à un moment ça a éclaté. Enfin, je veux dire, la taille réelle du pays, et c'est pour ça que le recul de 2017, le Qatar reprend finalement peut-être sa taille naturelle d'un petit pays avec beaucoup d'argent, mais qui est moins offensif parce qu'ils pouvaient tout s'acheter, parce que eux leur credo c'est bon, combien ça coûte quoi. Et puis si ça coûte 1, on peut mettre le double. Donc voilà, après, donc là voilà, et ça le bouquin c'est un peu dans cette phase-là, cette phase où ils ont beaucoup investi partout, en Europe, dans le monde, mais ce qu'on découvre c'est qu'ils ont aussi investi dans la religion, ce qui était nouveau et inédit. Je voudrais, avant de donner la parole à la salle, juste avoir une pensée pour nos amis qui combattent l'islamisme dans le monde arabe, parce que ce que vous révélez dans le livre, ce qui est fait en Europe, malgré cette ampleur qui était inattendue, c'est une goutte dans l'océan de ce que Qatar Charity et le Qatar font dans les pays arabes pour saper tous les soulèvements qui aspirent à la démocratie, qui sont noyautés par les islamistes, par les frères musulmans. Il y a un travail, et peut-être que vous pouvez en dire un mot, parce que vous avez eu des documents qui ne concernent pas uniquement l'Europe. Dans la clé USB, il y a évidemment beaucoup sur l'Europe, hein, et nous, ça nous intéressait en tant que Français européens, mais il y a une masse de documents sur l'Afrique, énormément de financement au Tchad, au Niger, au Sénégal. Alors là, c'est vraiment la lessiveuse, dans les pays arabes. Et dans le Caucase, un petit peu, voilà. Et un peu aussi en Asie. Asie, Indonésie, beaucoup en Birmanie, où il y a les minorités musulmanes, etc. Mais en Afrique et au Moyen-Orient, le Maghreb, hein, Tunisie, Maroc, et puis ce qu'on parle aussi dans l'Europe centrale, le Kosovo, l'Albanie, etc. Donc voilà, mais l'Afrique, grand financement. Y compris d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe qui financent aussi. Mais en Afrique, il y a eu vraiment beaucoup d'argent et ça pose problème parce que l'islam africain est différent des autres islams, plutôt traditionnels, etc. Et là, depuis des années, on voit un changement de l'islam en Afrique à cause de ces pétrodollars, pas que le Qatar d'ailleurs, hein, le Koweït, hein, l'Arabie Saoudite, où là, ils glissent des dollars dans les Corans, etc. Il y a des zones, effectivement, au Tchad, où ils interdisent la musique, etc. Et les gens reviennent voilés. Il y a tout, plus la formation des imams, etc. Donc nous, on n'a pas tout exploité, parce qu'on va pas rester 10 ans. Mais l'Afrique est un pays, vraiment, une zone très importante pour, effectivement, ces financements-là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être Reportage sur Arte, qui a été diffusé en France, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, qui a été attaqué par Edil Consulting d'après une révélation du Canard enchaîné. Comment ça se passe quand vous publiez quelque chose sur le Qatar Charity? Ce sont les agences de Public Relations du Qatar qui organisent... Elles n'organisaient pas grand-chose, justement. Parce que, non, on les avait mis au courant qu'on faisait un documentaire sur l'islam européen et les liens avec un certain nombre de pays du Golfe. Mais voilà, et donc... mais on est allé, c'est d'ailleurs Christian qui est allé, on a demandé à voir les gens de Qatar Charity, on nous a dit demain, Inch'Allah. Justement le cher Tamer qui nous accompagnait à ce moment-là, moi évidemment, on a demandé d'aller voir Qatar Charity. On disait il n'y a pas de problème.
puis la visite durait 5 jours. Donc tous les jours, on peut y aller ou non, il n'y a pas de problème. Et puis le jeudi après-midi, il n'y avait toujours pas de problème. Et ils disaient, bah non, finalement, vous ne pourrez pas y aller, quoi. On n'a pas eu de rendez-vous. Enfin, ils nous ont donné des vagues, voilà, parce qu'ils ont aussi l'art de traîner, de faire traîner les choses. On voulait voir quelqu'un à Al Jazeera en arabe, ils nous ont donné les Anglais. Donc nous, on dit, attendez, à preuve du contraire, le Qatar est encore un pays arabe, hein, donc on n'a rien à voir des Arabes. On ne veut pas voir l'anglais voilà. Donc ils ont l'art aussi pas de jouer la montre, mais je veux dire, pour nous, c'est de faire diversion. de faire diversion, voilà. Et ça, nous, c'est vrai que, alors, bon, ils nous l'ont fait, mais après, nous, on est parti à l'abordage. Donc, vous avez vu dans le film, bon, on y va, en caméra discrète. Voilà, c'est ça, et on y va, et voilà. Donc, parce que sinon, si vous attendez, voilà, ils savent bien, enfin, ils veulent pas. Excusez-moi, à travers ce livre que je vais lire, ils veulent financer l'islam en France, qui est l'Afrique du Nord, pour quand même créer des problèmes dans l'Afrique du Nord, comme en Égypte, Libye, etc. Dans le livre, on voit ça. Moi, je le sais, mais dans le livre, on voit ça. Non, c'est plutôt comme Christian l'a dit, comme c'est écrit dans leur propre, je dirais, rhétorique, propagande. Il s'agit de réislamiser les minorités musulmanes d'Europe à travers l'éducation, à travers la prédication. Voilà, c'est ça. C'est de garder la conscience islamique de ces minorités qui vivent dans des pays où justement cette conscience peut se diluer. Voilà, donc c'est ça le but. En fait, les Qataris, on les appelle les Juifs arabes. Alors je ne vois pas en utilité si c'est... Ça, je sais pas, oui, j'ai jamais entendu ça, les Juifs arabes. Non, je suis de là-bas, je sais, on les appelle les Juifs arabes. Ah. Alors c'est pas plus politique que religieux. Non, mais notamment chez l'émir père, chez Hamad, qui est le vrai visionnaire, qui est le vrai père du miracle qatarien, parce qu'il y a 50 ans, c'était un pays de pêcheurs de perles. Aujourd'hui, c'est quand même une success story. Et donc, chez le père Hamad, il y a, je dirais, l'alliance de l'opportunisme avec, effectivement, parfois un ADN frère musulman. Voilà, c'est ça. Et c'est cette réunion des deux qui fait que le Qatar effectivement est très très influent parce qu'il est opportuniste. En 2001, lorsque les Américains retirent leur base d'Arabie Saoudite, il les attire chez lui, il se protège. Il est opportuniste lorsque, en 95, je crois, c'est la BBC arabe qui ferme, etc. Il crée Al Jazeera, etc. Et en parallèle, il y a même une filiation, un ADN un peu frère musulman. Il a accueilli chez lui Karadawi et d'autres. Il a un de ses 23 enfants qui a fait le djihad aussi, il ne faut pas l'oublier. Cher Abdallah, le neveu, l'oncle de Tamim, était quand même un grand ami de Cheikh Khaled Mohammed, KSM, le cerveau des attentats du 11 septembre. Donc il y a une filiation comme ça aussi, un ADN frères musulmans ou islamistes ou wahhabites chez certains. Et c'est la réunion des deux qui a fait qu'en 2011, avec les printemps arabes, il s'est dit, là, je vais être le nouveau commandeur du nouveau monde arabe, avec Ennahda en Tunisie, avec Morsi, les frères en Égypte, Inch'Allah en Syrie, ça va être la même chose. Et donc là, il y a eu un emballement, et c'est probablement là qu'il a surestimé un petit peu ses forces. Voilà, donc c'est ça qui fait il ne faut pas dire que le Qatar est le pays qui est le sanctuaire des frères musulmans, mais il y a cette conjonction des deux, à la fois de l'opportunisme et puis un ADN, un compagnonnage avec cette mouvance-là. Juste une petite parenthèse, parce qu'avec toute la sympathie que je peux avoir pour vous, pour la Libye, pour les pays du Maghreb, oui, parce que vous parlez de ce que fait le Qatar en Libye. On ne peut pas, en France, aujourd'hui, dire les Qataris, c'est les Juifs arabes, c'est antisémite. On ne pouvait pas, dans un pays où il y a eu toutes ces horreurs, il y a eu la Shoah, la déportation, où des gens ont vécu ça dans leur chair, des milliers de gens ont été exterminés. On ne peut pas, dans le monde arabe, il y a cette facilité d'utiliser des termes comme ça, mais ici en France, c'est pas pour avoir du double langage. Moi, je le combats aussi bien dans le monde arabe qu'ici. Vous ne pouvez pas prononcer une oui, même si vous êtes libanaise,
Si vous dites, oui, c'est des salauds, ils font ceci en Libye, ils font ceci au Maghreb, et on les appelle les juifs. C'était quand même un préjugé antisémite. Je suis désolé. C'est dommage de finir sur une note comme ça, parce que... Allez-y, madame, posez votre question. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez des papiers concernant le financement aussi du Qatar en Afrique. Et votre livre, il parle de l'Europe. C'est le titre du livre. Est-ce que vous pensez éventuellement faire quelque chose justement avec ces documents-là pour écrire sur ce qu'a fait le Qatar en Afrique? Si vous permettez, j'aimerais bien faire un témoignage, mais là vraiment c'est personnel, pour rebondir sur les frères musulmans en France. Moi je suis libraire, je tiens la librairie à Vers-Ouest et je reçois, et c'est spécialisé juste au monde arabe, je reçois des clients. Une fois j'ai reçu quelqu'un qui s'intéressait aux livres sur l'islam. Alors il est français quoi, d'origine. Et je lui posais la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé par l'islam? Il m'a dit, voilà, moi je suis des cours pour apprendre l'islam à l'OIF. Et pourquoi? Parce que j'aimerais bien aller me faire sauter. Donc là, j'étais vraiment choquée. Et là, vraiment, l'OIF, ça veut dire le frère musulman. Donc voilà, ça c'est juste mon témoignage. Jusqu'à présent, je suis choquée. Ben oui, il y a de quoi, mais bon, c'était un témoignage, Oui. voilà. Mais c'est vrai que c'est pas... Mais sur l'Afrique, bon, a priori, nous, on va pas, parce qu'on va Vous allez pas pas, passer on va pas tout multiplier. votre Nous, vie à non, on aime bien le Qatar, mais il n'y a pas que le Qatar. Je veux dire, voilà, dans la vie, voilà, mais on en parle On un va petit pas peu. faire d'autres déclinaisons. Voilà, quoi. voilà. Il faut que d'autres chercheurs Oui. travaillent sur ces documents. Oui, mais il y a peut-être d'autres chercheurs qui sont intéressés. Je veux dire, si on est contacté par un centre de recherche en Afrique ou je sais pas où, effectivement, s'ils ont besoin de quelques documents, on peut. Ouais. Oui. Quel est le pourcentage de financement des frères musulmans par les Qataris et l'évolution des 5 dernières années? Juste pour voir une idée sur la... Est-ce qu'il mais y a ça, une évolution, comme vous avez travaillé sur une période de 10 ans, est-ce qu'il y a une évolution d'année en année? Je vais pas le prendre, mais les grands chantiers, on n'est pas comptable dans le sens, on n'a pas, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que les grands chantiers sur les dernières années, les grands chantiers de mosquées en France, mosquées centre islamique, c'est le Qatar. C'est-à-dire et on les cite là, c'est Villeneuve d'Ascq, Mulhouse, Strasbourg, Dessines, Poitiers, Reims, Saint-Denis. Voilà. Et c'est voilà, il n'y a pas eu d'autres grands projets. En tout cas, enfin, les plus grands projets ont été la mosquée de Mulhouse. C'est une mosquée qui fait 3000 m², qui est destinée pour 200 000 fidèles. Enfin, c'est vraiment des méga projets. Quoi. C'est pas des. Pour ça, on nous a dit, mais vous amplifiez. Sauf, on leur dit, une mosquée de 3000 m², c'est pas la même chose qu'une mosquée de 100 m². Surtout que la représentation au sein du CFCM, c'est pas les mètres carrés. Était en proportionnel à la superficie des mosquées. C'est ça. Donc, je me souviens plus la vraie, c'était en gros un délégué pour 100 m². C'est sûr que quand vous avez 3000 m², vous faites la multiplication, quoi. Donc voilà, donc c'est pas forcément en nombre, en pourcentage, mais c'est plutôt en qualitatif, oui. Et sur des mosquées très visibles, très imposantes. Pardon, et puis il faut bien dire que les gens qui vont assister, qui vont aux prêches le vendredi à la mosquée de Mulhouse, ne sont pas frères musulmans pour la plupart, l'immense majorité. Donc voilà, donc c'est ça, c'est vrai que c'est de l'argent qui vient du Qatar Charity, mais ce n'est pas qui ne va pas aux frères musulmans France. Frères musulmans France, c'est rien, c'est 1000 personnes. Donc ça n'est vraiment pas un danger de prise de pouvoir, de je ne sais pas quoi, etc. Non, mais simplement c'est la diffusion d'idées qui peuvent conduire au communautarisme. Et d'ailleurs, C'est pour ça que je parle de pourcentage. Oui, non, mais c'est pour vous dire, l'UEIF n'existe plus puisqu'il n'y a plus de frères musulmans en France. C'est Musulmans de France.
c'est plus cachère que cachère. On est tous frères. C'est halal. Hein. Et Voilà. Et en Allemagne, c'est la même chose. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est difficile. Oui, C'est quand même, voilà, les principaux responsables de l'UEF sont tous encartés frères musulmans. Mais même le recteur de la mosquée de Mulhouse, je ne suis pas sûr qu'il soit frère musulman, etc. Simplement, il y a à travers les écoles qui sont d'Enfer Mosquée Cathédrale, avec d'autres choses, il y a cette pratique d'un islam politique, d'un islam un peu conservateur. On nous l'a dit à Nantes, voilà, c'est ça. Alors effectivement, ils peuvent nous dire, mais c'est pas frère musulman, vous avez raison, mais c'est, comme on a dit, une petite musique qui ressemble à celle d'un islam conservateur, d'un islam politique, etc. Mais évidemment que la différence est ténue, quoi. Alors c'est très difficile de savoir combien ça représente, mais comme Christian l'a dit, en tout cas les grandes mosquées de Reims, de Mulhouse, de Poitiers, Nantes aussi, puis c'est des financements privés, ont été financés par Qatar ou Qatar Charity. Voilà. Et le paradoxe avec l'UEF, c'est que pendant de très longues années, pendant une bonne vingtaine d'années, ils avaient nié toute relation avec les frères musulmans. Ils avaient nié appartenir au Tanzim Dawli, qui est le bureau mondial des frères musulmans, et certains disaient même que c'est un fantasme, c'est un bureau qui n'existe plus. Il a fallu qu'arrive Trump, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il avait menacé d'interdire les frères musulmans, et il y a eu cette réunion à Istanbul où l'UEF a décidé de devenir les musulmans de France, et l'organisation qui chapeaute au niveau de l'Europe est devenue musulmans d'Europe, et ils avaient fait un communiqué disant qu'ils quitte le Tanzim ad-Dawli. C'était l'unique fois où il reconnaissait à la fois l'existence de ce bureau mondial secret des frères musulmans, et il reconnaissait implicitement qu'ils y étaient, parce qu'il disait qu'ils allaient le... Mais pour répondre, c'est-à-dire que c'est pour faire une comparaison, je dirais que le Parti des frères musulmans, c'est pas un parti de militants, c'est vraiment un parti de cadre, de qualitatif, c'est un peu l'avant-garde, c'est un peu un parti léniniste, c'est-à-dire que c'est l'avant-garde, c'est la qualité qui va permettre de mettre des gens à des points sensibles, stratégiques, dans des associations, un conseil de mairie, et qui va pouvoir influencer. C'est une sorte d'incubation et qui va diffuser, voilà. Donc c'est pas un parti de masse, on n'est pas des centaines de milliers d'adhérents, c'est vraiment l'avant-garde éclairée, entre guillemets, qui va porter la bonne parole dans des points stratégiques. Et tout là, comme c'est un bouquin sur l'Europe, à Bruxelles par exemple, vous avez des lobbies, voilà, et qui vont quand même diffuser des concepts. On parlait d'islamophobie, ils ont leur grand centre à Dublin, le centre de la fatwa, voilà, c'est à Dublin, c'est le Cheikh Karadawi, pour diffuser la bonne parole, les fatwas à tous les musulmans d'Europe, hein. Et comme ça, on irrigue sur, encore une fois, c'est pas forcément en pourcentage, mais quand vous avez le principal institut de fatwa d'Europe, vous avez la formation des imams, Château-Chinon, IESH Saint-Denis, d'ailleurs qui risque de fermer là, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous avez aussi les lycées, vous vous formez à Dessines et à Averroès à Lille. Donc c'est vrai que vous avez des positions dans la société, plus des lobbies, qui permettent de diffuser vos idées, d'incuber et, comme disait Georges, de diffuser une musique. Oui. Donc, voilà, et vous n'avez pas besoin et vous avez donc des émetteurs qui sont très bien situés, et c'est pas un parti où vous avez 500 000, enfin je veux dire des centaines de milliers de militants qu'on leur carte comme un parti communiste, ou voilà. Là, donc c'est plus fin. Ça leur permet, ils sont très pragmatiques, comme vous savez, ils sont très patients, et donc ça leur permet à la fois de se distancier de la maison mère, dire nous on est pour un islam localisé, un islam de France, etc. Contextualisé, hein. Mais un islam global, un islam politique. Mais quand on leur demande qui sont vos références, là c'est Karadawi, c'est Saïd Qutb, etc. Donc on revient, etc. Donc c'est toujours ce clair-obscur, quoi, qui est un peu leur marque de fabrique. Quand on est un peu comme vous l'êtes, ou quand on l'est, on reconnaît tout de suite la marque. Mais quand on est un maire de province, commune, frères musulmans, wahhabisme, l'islam du juste milieu, ils sont complètement paumés. Pour eux, ils tombent dans le panneau, quoi. Et ils sont tombés dans le panneau, quoi, pour la plupart. Ou parce que, c'est vrai que... De bonne foi. De bonne foi, parce que les musulmans sont aussi des électeurs, et qu'ils votent, et ils sont soucieux d'avoir leur vote. Quand on va sur la petite application pour smartphone du Conseil européen de la fatwa,
Ils disent qu'ils encouragent les communautés musulmanes à s'intégrer, à vivre D'ailleurs, en petite paix, en harmonie. petite parenthèse, ces gens, c'est des Soudanais, des Saoudiens. Enfin, Ouais. j'ai fait le compte, hein, c'est quasiment plus de la moitié. Il y a 6 Européens, tous Voilà, tous les autres c'est viennent c'est d'ailleurs. des gens qui viennent du Soudan, de Mauritanie, expliquer aux musulmans de Stockholm comment ils doivent faire le ramadan. Enfin, Ils disent que bon, ils les encouragent à s'intégrer, à vivre en paix dans leur société, mais quand vous regardez les premières questions, c'est est-ce qu'une femme a le droit d'aller chez le coiffeur faire une coupe qui ne plairait pas à son conjoint? C'est pas comme ça qu'on encourage C'est une bonne question. Bon, une dernière question, puis on va clôturer. La discussion peut continuer parce qu'on aura un cocktail en haut, mais auparavant, Georges et Christian vont vous dédicacer les bouquins. Et n'hésitez pas parce que c'est gratuit, on ne vous fera pas payer aujourd'hui. On vous fera payer pour l'édition en arabe qui sortira le mois prochain. Donc une dernière question. Une dernière question. Donc, on sait très bien que le Qatar est un partenaire très très important de la France. Est-ce que le gouvernement français a pris des décisions fermes pour freiner ou stopper le financement des mosquées, ainsi que la propagation de cet islam que j'estime radical, sachant que la diaspora qatariote est minoritaire en France, et on sait très bien ce que le wahhabisme a importé en Algérie pendant la décennie noire, et ça nous a coûté quand même 250 000 matières grises de notre pays. Donc, est-ce qu'il y a des décisions fermes? Je crois qu'il y a eu, en tout cas, il y a eu, vous l'avez vu récemment, Castaner a ordonné la fermeture d'un certain nombre d'écoles. Je crois qu'il y a une de centres de prière jugés dangereux parce que répandant un islam radical. Donc, je crois qu'effectivement, il y a l'action qui est entreprise. Ce que je sais, c'est que chez Emmanuel Macron, il est conscient des dangers du communautarisme. Et il l'a dit, et il l'a répété. Et je crois que c'est... oui, alors on attend effectivement, il y avait son fameux discours sur la laïcité qui tarde à venir, mais on sent quand même, pour l'instant, il y a à la fois quelques mesures et quand même une répétition d'une méfiance vis-à-vis de cet islam politique. Hein. Il l'a redit, sa conférence de presse, c'était quoi, au printemps, là, il a nommé l'islam politique, voilà. Donc voilà, il y a une prise en compte. Quand il a été élu, il a dit à Tamim, je ne veux plus de financement comme ça dans mon dos. À l'Élysée, il y a quelqu'un qui s'occupe de ce dossier et qui va régulièrement au Qatar. Les Qatariens ont pris des décisions. Cet aspect de financement maintenant est géré par le Diwan de l'émir. Tout normalement, l'an dernier, lorsque il y a eu la conférence No Money for Terror, le ministre qatarien des Finances d'ailleurs m'avait dit on a commencé de prendre des décisions, des mesures. Maintenant, il ne peut plus y avoir de financement en freelance comme ça par Qatar Charity. Ils doivent toujours passer par l'ambassade, un petit peu sur le modèle koweïtien. Donc voilà, les Qatariens, sous la pression, font des choses probablement jugées suffisantes, parce que le week-end dernier, vous avez vu, il y avait le Doha Forum et il y avait le secrétaire américain au Trésor qui était là-bas, et ça veut dire par conséquent que la relation est plutôt bonne entre le Qatar et les États-Unis. Donc voilà, donc en France, oui, il y a en tout cas à l'Élysée, il y a une prise en compte du danger du communautarisme. Il faudra ensuite, après, qu'il y ait des gestes forts qui soient faits. Oui, vous me donnez une transition toute faite parce que, avant de conclure, puisque vous parlez du Doha Forum, je voudrais apporter notre soutien à notre ami Nader Alouche qui, pour avoir divulgué que des députés français en préparent à ce forum aux frais de l'émir, est attaqué par le lobby qatari et attaqué sur sa vie privée, sur son orientation sexuelle, et ce qui est tout à fait abject. Parce qu'on peut avoir des débats d'idées, on peut faire du lobbying et de contre-lobbying, mais que Siam Suite s'abaisse à faire des SMS comme Nader en a parlé sur sa page Facebook,
tout juste abject. Donc je voulais te renouveler tout notre soutien. Voilà. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, il y aura une séance dédicace du livre et on vous invite à boire un verre en haut. Fatma Mohammadi. Christian, bon, comment ça? Bon, bah, je pense Ça fait plaisir de te voir. Est-ce que je peux avoir votre partage? Je viens de la part de Zona. Ah oui. Ouais. Et il est aussi pour la intéressé par la publication sur Arte, la chaîne par exemple existante. Et sur l'islam en Allemagne, en France, organisé l'an dernier. Oui, je pense qu'il serait ravi de vous avoir tous les deux. Ben voilà, je viens d'en demander un pour moi à Georges. Martine d'abord. Alors. Moi aussi, je lui ai demandé qu'il signe un. On va rencontrer le Roménie tunisien. Anouchi, je le connais, un vieux pote. Celui que j'aimais. Ah oui, oui. Les orientalistes sont les meilleurs amis. Focaliser sur le vin. Hein? Mais focaliser sur le vin. Sur le vin?